Il disait toujours qu'il n'avait pas les moyens de me célébrer, alors qu'il louait des salles de bal pour ma sœur. Je n'ai rien dit. Jusqu'au jour où j'ai acheté une maison privée au bord d'un lac et que j'ai publié « Merci pour la motivation ». Leurs réactions jalouses ne se sont pas fait attendre et ont été virulentes. Je m'appelle Camille et à 28 ans, j'ai enfin compris pourquoi je me suis toujours senti comme une ombre dans ma propre maison. En grandissant, chacune de mes célébrations se heurtait à des contraintes budgétaires, tandis que les réussites de ma sœur Amélie méritaient des salles de réception et des traiteurs. Pendant des années, j'ai ravalé la douleur d'être l'enfant secondaire. Puis un jour, j'ai acheté une propriété au bord d'un lac qui a tout changé. L'expression sur leur visage quand j'ai posté ces photos avec une simple légende, « Merci pour la motivation », a fait que chaque anniversaire oublié en valait la peine. J'ai grandi dans un agréable quartier résidentiel de la banlieue de Lyon, dans un joli pavillon avec des volets bleus que mon père, Philippe, repeignait lui-même tous les 5 ans. Ma mère, Sylvie, était institutrice en école primaire, et mon père travaillait comme comptable dans un cabinet local. Notre famille de 4 personnes semblait parfaite de l'extérieur, mais à l'intérieur de ces murs, un schéma subtil se dessinait, qui allait façonner ma propre estime pour les décennies à venir. Ma sœur Amélie avait 3 ans de plus que moi, avec le sourire chaleureux de notre mère et l'esprit analytique de notre père. D'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été l'enfant prodige. Je me souviens encore de sa fête pour ses 7 ans dans notre jardin, avec un clown professionnel, un château gonflable loué, et un gâteau à 3 étages décoré de roses et de son nom en lettres scintillantes. Mes parents avaient invité toute sa classe ainsi que les enfants du quartier, soit près de 30 enfants qui couraient dans notre jardin avec des chapeaux de fête. Quand mon 7e anniversaire est arrivé l'année suivante, ma mère m'a assise à la table de la cuisine. « Camille, ma chérie, nous devons faire un peu plus attention à l'argent cette année, les études supérieures et tout ça. » Finalement, j'ai eu 4 de mes amis qui sont venus manger de la pizza et regarder un film dans notre salon. Pas de décoration, pas de gâteau spécial, juste un simple gâteau rectangulaire du supermarché avec mon nom rapidement écrit en glaçage bleu. Ce schéma s'est poursuivi en grandissant. Quand Amélie a gagné son premier trophée de foot à 9 ans, mes parents ont emmené toute la famille dîner dans son restaurant italien préféré. Mon prix pour la première place au concours d'art départemental, la même année, m'a valu un rapide bon travail et a été mentionné en aparté pendant le dîner de famille. « Ta sœur a un tel talent athlétique naturel », disait mon père en disposant la collection grandissante de trophées d'Amélie sur l'étagère du salon. Pendant ce temps, mes diplômes scolaires et mes rubans de concours d'art étaient rangés dans un tiroir de mon bureau après une brève apparition sur le réfrigérateur. Je me souviens encore de me regarder dans le miroir de la salle de bain à 8 ans, me demandant si quelque chose n'allait pas avec mon visage ou si mes réussites n'étaient tout simplement pas assez spéciales. Peut-être que si je marquais des buts au lieu d'avoir de bonnes notes, ou si j'étais plus bruyante et en demande d'attention comme Amélie, il me célébrerait aussi. La première fois que j'ai vraiment compris que quelque chose était fondamentalement injuste, c'était juste avant mon 10e anniversaire. J'avais distribué des invitations à 15 amis pour une fête à la patinoire locale. 3 jours avant l'événement, ma mère m'a de nouveau assise. « Camille, je suis tellement désolé, mais nous avons eu des dépenses imprévues ce mois-ci. Nous allons devoir annuler la fête à la patinoire et faire quelque chose de simple à la maison. » J'ai hoché la tête, ravalant ma déception, et j'ai appelé chaque ami pour leur dire que la fête était annulée. Nous avons fini avec un simple gâteau après le dîner, juste nous 4. Pas de cadeau, à l'exception d'un nouveau sac à dos pour l'école que ma mère a dit compter à la fois pour mon anniversaire et pour la rentrée. À peine 6 semaines plus tard, les invitations pour les 18 ans d'Amélie étaient envoyées. Des cartes gaufrées avec des accents argentés invitaient 60 personnes à une fête à la salle des fêtes locales. Mes parents ont loué des tables rondes, engagé un DJ, commandé un traiteur et fait appel à un photographe professionnel. Quand j'ai demandé discrètement à ma mère ce qu'il en était des dépenses imprévues qui avaient annulé ma fête bien plus modeste, elle m'a ébouriffé les cheveux. C'est différent, chérie. 18 ans, c'est une étape unique dans une vie, et tu sais à quel point les relations sociales d'Amélie sont importantes pour elle. Ce jour-là, j'ai appris que dans notre famille, les étapes importantes de certaines personnes comptaient plus que d'autres. J'ai aussi appris à ne plus poser de questions et à revoir mes attentes à la baisse. Le schéma était établi, et pendant les années qui ont suivi, j'ai fait de mon mieux pour me convaincre que ça ne faisait pas aussi mal que la réalité. Le lycée a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Tandis qu'Amélie continuait de briller dans le sport et les cercles sociaux, j'ai trouvé ma place dans les études et les débats. L'art oratoire m'a donné une voix que je n'avais jamais eue à la maison.
Et pour la première fois, j'ai senti que les gens écoutaient vraiment quand je parlais. Mon professeur de débat, Monsieur Dubois, est devenu l'un des premiers adultes à sembler sincèrement impressionné par mes capacités. Vous avez un don pour la persuasion, Camille, m'a-t-il dit après que j'ai gagné une compétition régionale en classe de seconde. La façon dont vous structurez vos arguments montre une véritable intelligence. Ces mots ont tout signifié pour moi. Je me suis plongé dans le club de débat, les procès fictifs et les cours de spécialité. Mes parents n'ont assisté qu'à un seul tournoi de débat en 3 ans, partant plus tôt pour aller voir le match de foot d'Amélie à l'autre bout de la ville. En première, j'ai rencontré Nathalie en spécialité littérature. Contrairement aux amis qui étaient passés dans ma vie, Nathalie me voyait clairement. Elle venait d'une grande et bruyante famille du sud de la France qui célébrait tout avec le même enthousiasme. Après avoir passé quelques week-ends chez elle, où ses parents faisaient autant de cas du projet de sciences de son jeune frère que de l'admission à l'université de sa sœur aînée, j'ai commencé à voir ma propre situation familiale d'un œil nouveau. C'est n'importe quoi, a dit Nathalie sans détour après que je lui ai expliqué comment mon 16e anniversaire était passé avec juste une carte pendant que mes parents étaient en week-end pour visiter les futures universités d'Amélie. Est-ce qu'ils réalisent à quel point leur favoritisme est évident? J'ai haussé les épaules, mal à l'aise à l'idée de le formuler si directement. Ils disent que c'est une question d'argent, mais... mais ils trouvent toujours de l'argent pour ta sœur, a terminé Nathalie pour moi. Ça n'a rien à voir avec le budget, Camille. C'est une question de priorité. L'été avant la terminale, Amélie a eu son bac. Mes parents ont loué une salle de bal à l'hôtel Hilton du centre-ville, avec une fontaine de chocolat, un éclairage professionnel et des serviettes personnalisées avec son nom et l'année de son diplôme. Plus de 100 personnes étaient présentes, y compris de la famille élargie venue d'aussi loin que la Californie. Ma mère a passé des semaines à planifier chaque détail, du diaporama des grands moments d'Amélie aux décorations parfaitement coordonnées aux couleurs de sa future université. Le coût total, que j'ai entendu mon père discuter au téléphone, dépassait les 5 000 €. Quand j'ai demandé timidement ce qu'il prévoyait pour ma remise de diplôme l'année suivante, ma mère a semblé surprise. Eh bien, chérie, Amélie est plus sociable. Elle a tellement d'amis. Toi, tu es plus introvertie. On fera quelque chose de sympa, mais probablement plus petit. Ça te mettrait plus à l'aise de toute façon, non? J'ai hoché la tête automatiquement, la réponse attendue. À ce moment-là, j'étais devenue une experte pour cacher ma déception. Le processus de candidature via Parcoursup cet automne-là a encore plus souligné la disparité. Mes parents ont engagé un conseiller d'orientation privé pour Amélie, l'ont conduite visiter 6 campus différents, et n'ont jamais remis en question les frais pour les 10 écoles auxquelles elle a postulé. Pour moi, la conversation était différente. As-tu envisagé les universités publiques, a demandé mon père alors que je faisais des recherches sur les universités avec de bons programmes en communication. Elles sont bien plus abordables, et tu pourrais vivre à la maison pour économiser sur le logement. Mais on a payé pour qu'Amélie vive sur le campus, ai-je fait remarquer. Ta sœur avait besoin de l'expérience universitaire complète pour son réseau. Toi, tu es plus axé sur les études. Tu peux obtenir la même qualité d'éducation sans toutes ces dépenses supplémentaires. Malgré le manque de soutien, j'ai travaillé avec mon conseiller d'orientation scolaire et j'ai postulé à cette école. Quand la lettre d'admission de Sciences Po Paris est arrivée, accompagnée d'une bourse au mérite partiel, j'étais aux anges. C'était mon premier choix, avec l'un des meilleurs programmes de communication du pays. J'ai dévalé les escaliers pour montrer la lettre à mes parents, qui regardaient la télé dans le salon. Sciences Po, et il m'offre une bourse de 20 000 €. J'ai tendu la lettre, les mains tremblantes d'excitation. Ma mère y a jeté un coup d'œil. C'est bien, chérie, mais Sciences Po n'est pas très cher, même avec la bourse. Mon père a froncé les sourcils. On devrait s'asseoir et regarder les chiffres. Ça va quand même faire beaucoup de prêts étudiants. Aucun d'eux ne s'est levé pour me prendre dans ses bras ou exprimer sa fierté pour ma réussite. Plus tard dans la soirée, j'ai entendu ma mère au téléphone avec ma tante, s'extasiant sur le fait qu'Amélie avait été invitée à rejoindre une association étudiante prestigieuse dans son université. Ce soir-là, je suis allé me coucher et j'ai pleuré en silence dans mon oreiller, admettant enfin ce que je soupçonnais depuis des années. Aux yeux de mes parents, mes réussites ne seraient jamais à la hauteur de celles d'Amélie, quoi que je fasse. Sciences Po Paris est devenu mon sanctuaire. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui valorisaient l'intellect, l'ambition et la pensée créative, les traits mêmes qui semblaient invisibles dans ma maison familiale.
Ma colocataire, Sophie, était une étudiante en journalisme de Brest qui m'a présenté à un cercle d'amis curieux, motivés et solidaires comme je ne l'avais jamais connu. Pour couvrir les dépenses que ma bourse ne couvrait pas, je cumulais 2 petits boulots. En semaine, j'assistais au département de communication, aidant les professeurs avec la recherche et les tâches administratives. Le week-end, je travaillais dans un café près du campus, où les pourboires étaient étonnamment bons. L'emploi du temps était épuisant, mais chaque euro que je gagnais me semblait être un pas de plus vers une véritable indépendance. Pendant ma première année, j'appelais la maison chaque semaine par obligation. Les conversations suivaient un schéma prévisible. Après m'avoir demandé comment se passaient mes cours et avoir à peine écouté ma réponse, mes parents se lançaient dans des nouvelles d'Amélie, les événements de son association, ses opportunités de stage, les gens formidables qu'elle rencontrait. J'ai appris à garder mes propres histoires brèves, reconnaissant le regard vide familier de ma mère lorsque je parlais trop longtemps de mes propres expériences. À mesure que la 2e année avançait, mes appels à la maison sont devenus moins fréquents. À l'approche des vacances de la Toussaint, Sophie m'a invité à rejoindre sa famille à Brest après avoir appris que je prévoyais de rester à la résidence universitaire. Mes parents seraient ravis de t'avoir, a-t-elle insisté. Personne ne devrait être seul pour la Toussaint. Quand j'ai appelé pour dire à mes parents que je ne rentrerais pas, leur réponse a été révélatrice. Oh, c'est probablement mieux comme ça, a dit ma mère. On pensait justement monter voir Amélie à son école, puisqu'elle a ce grand événement caritatif de son association le samedi des vacances. Ces vacances avec la famille de Sophie ont été une révélation. Ses parents m'ont posé des questions détaillées sur mes études et semblaient sincèrement intéressés par mes réponses. Son père, un directeur marketing, a passé 1 heure entière à discuter d'un projet de campagne sur lequel je travaillais pour un cours. Quand je leur ai montré le site web de mon portfolio, ils se sont rassemblés autour de l'ordinateur, offrant des compliments spécifiques et des commentaires réfléchis. « Tu as un vrai talent pour ça », a dit le père de Sophie. « Quand tu seras prête pour les stages, je serai heureux de te présenter à quelques collègues. » J'ai failli pleurer à leur table, peu habitué à une telle attention et à de tels encouragements. Après cela, j'ai passé la plupart des vacances avec la famille de Nathalie ou de Sophie. Mes parents ne semblaient jamais particulièrement dérangés par mon absence, envoyant occasionnellement des cartes cadeaux pour Noël ou mon anniversaire avec des cartes signées et gros bisous, maman et papa de l'écriture de ma mère. En 3e année, j'ai décroché un stage convoité dans une agence de marketing digital à Paris. L'expérience a confirmé que j'avais choisi le bon domaine, et ma superviseure a fait des commentaires élogieux sur mes contributions. Vous avez le don de comprendre ce qui motive les gens, m'a-t-elle dit lors de mon évaluation. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. J'aimerais vous proposer un poste l'été prochain également, avec des responsabilités accrues. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec mes parents lors d'un rare appel téléphonique, la réponse de mon père a été « C'est bien, mais c'est payé. Tu devrais vraiment te concentrer sur le remboursement de tes prêts étudiants. » Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. On t'a dit qu'Amélie a été invitée à présenter un exposé lors d'un symposium d'histoire de l'art? Le doyen a personnellement sélectionné son article. On est si fiers. En dernière année, je m'étais construit une vie qui m'appartenait entièrement. Mon cercle d'amis me valorisait pour exactement qui j'étais. Mes professeurs me recommandaient pour des opportunités. Mon stage s'était transformé en une offre d'emploi pour après l'obtention de mon diplôme. Pour la première fois, je me sentais vu et apprécié. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai envoyé les informations sur la cérémonie à mes parents. Ils ont confirmé leur présence, bien qu'ils aient mentionné qu'ils ne pourraient pas rester longtemps après, car Amélie avait un vernissage dans une galerie où elle avait commencé à travailler, et ils avaient promis d'y être. Le jour de la cérémonie, ils ont assisté aux 3 heures de la cérémonie et m'ont rejointe brièvement pour des photos après. Ma mère m'a tendu une carte avec 200 € à l'intérieur. Nous sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir rester pour dîner, a-t-elle dit, en regardant déjà sa montre. Mais l'événement d'Amélie commence à 19 h et nous devons retourner en ville. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai forcé un sourire et hoché la tête, les regardant se dépêcher vers leur voiture. Ce soir-là, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me suis réuni avec mes amis dans notre restaurant préféré près du campus, où nous avons célébré jusqu'à minuit. Entouré de personnes qui se souciaient sincèrement de mes réussites, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de la validation de mes parents pour me sentir digne. Le lendemain, j'ai emménagé pour de bon à Paris et j'ai commencé le chapitre suivant de ma vie,
déterminé à construire un avenir basé sur mes propres valeurs et priorités plutôt que de chercher continuellement une approbation que je ne recevrais peut-être jamais. Paris m'a accueilli comme ma famille ne l'avait jamais fait. La start-up de marketing qui m'a embauché, Pulse Digital, était une entreprise dynamique remplie de professionnels créatifs et ambitieux qui sont rapidement devenus à la fois des mentors et des amis. Mon patron, Daniel, a porté un intérêt particulier à mon développement, me confiant des campagnes de plus en plus complexes et m'incluant dans les réunions clients dès le début. Vous avez l'instinct pour ce métier, m'a-t-il dit lors de mon évaluation semestrielle. Je suis dans le marketing depuis 15 ans et certaines choses qui vous viennent naturellement ne peuvent pas être enseignées. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, arrivant systématiquement en avance et partant tard. Tandis que mes collègues sortaient pour des afterwork, je restais souvent à mon bureau, peaufinant des campagnes et analysant des données. Cette dévotion a payé. En 18 mois, j'ai été promu spécialiste marketing senior avec une augmentation de salaire de 15 000 €. Chez Pulse, j'ai trouvé 2 collègues qui sont devenus de vrais amis. Julie était notre stratège de contenu, une rédactrice brillante avec un esprit vif qui ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Marc était un graphiste dont la créativité tranquille complétait parfaitement ma pensée stratégique. Nous collaborions souvent tous les 3 sur des projets et nos campagnes dépassaient constamment les attentes. On est la Dream Team, disait Julie en nous faisant un high five après avoir présenté des résultats probants aux clients. Pour la première fois, je me sentais valorisé non seulement pour ce que je produisais, mais pour qui j'étais. Quand je suggérais des idées en réunion, les gens écoutaient vraiment. Quand j'accomplissais quelque chose de difficile, la reconnaissance était immédiate et sincère. Alors que ma vie professionnelle s'épanouissait, mes contacts avec ma famille se sont réduits à des appels occasionnels pour les fêtes et les anniversaires. Chaque conversation suivait le même schéma. De brèves questions sur mon travail suivies de longues mises à jour sur Amélie, qui avait obtenu un poste d'assistante conservatrice dans une galerie à Lyon. Lors d'un de ces appels à Noël, ma mère a partagé avec enthousiasme qu'Amélie avait fait l'objet d'un article dans un magazine d'art local. On a encadré l'article pour le mur du salon, s'est-elle extasiée. Tous ceux qui viennent le remarquent tout de suite. Quand elle m'a interrogé sur mon travail, j'ai mentionné que l'une de mes campagnes avait remporté un prix publicitaire régional. « Oh, c'est bien », a-t-elle dit avant de changer rapidement de sujet. « Je t'ai dit que la galerie d'Amélie organise une exposition spéciale le mois prochain ? On est si fiers. » Pour mon 26e anniversaire, j'étais chez Pulse depuis près de 4 ans et j'étais pressenti pour un poste de directrice qui s'était libéré de manière inattendue lorsque notre directrice marketing a déménagé sur la Côte d'Azur. Malgré ma relative jeunesse, Daniel a fortement plaidé pour ma promotion. Camille a constamment démontré des capacités de leadership bien au-delà de son âge, a-t-il argumenté lors de la réunion où ma promotion a été discutée. Je ne le sais que parce que Julie était présente et me l'a raconté plus tard. Le jour où j'ai été officiellement nommée directrice marketing, avec une augmentation de salaire qui a presque doublé mon salaire de départ, j'ai appelé mes parents avec la nouvelle. C'était la première fois depuis des années que j'initiais un appel en dehors des fêtes. « C'est merveilleux, chérie », a dit mon père, semblant sincèrement heureux pour une fois. « J'ai toujours su que tu étais intelligente. » Pendant un instant, j'ai senti une lueur de la validation que j'avais si longtemps cherchée. Puis ma mère a pris le téléphone. « C'est bien, ma chérie. Est-ce que papa t'a dit que le petit ami d'Amélie l'a demandé en mariage le week-end dernier ? Il l'a fait à la galerie, entouré d'œuvres d'art. Tellement romantique. On pense à juin pour le mariage. Tu devras bloquer la date, bien sûr. » Et voilà, ma réussite était à nouveau éclipsée. 3 mois plus tard, j'ai décidé de me rendre à Lyon pour mon 28e anniversaire. Je n'étais pas rentré à la maison depuis près de 2 ans, et une partie de moi espérait encore une réconciliation, ou du moins une reconnaissance. J'ai réservé un hôtel en centre-ville plutôt que de rester chez mes parents, me donnant la possibilité d'avoir de l'espace si nécessaire. Le week-end a commencé assez agréablement avec un dîner chez mes parents. Ma mère avait préparé mon plat préféré d'enfance, un bœuf bourguignon, et mon père a ouvert une bonne bouteille de vin. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression qu'il faisait un effort. Puis j'ai remarqué que la table de la salle à manger était couverte de brochures, d'échantillons de couleurs et de plans de table. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé en désignant le matériel de planification du mariage. « Oh, on aide Amélie à organiser le mariage », a dit ma mère. D'ailleurs, on a réservé le manoir du lac pour la réception. C'est ce lieu magnifique qui surplombe le lac de grand large. La liste d'attente est généralement de 2 ans,
mais le propriétaire est un client du cabinet de ton père. N'est-ce pas merveilleux? Je me suis souvenu de ce lieu. J'avais mentionné une fois, des années auparavant, que ce serait l'endroit de mes rêves si je me mariais un jour. Ma mère avait commenté que c'était ridiculement cher et pas pratique. Après le dîner, alors que ma mère était dans la cuisine à préparer le café, j'ai entendu mon père au téléphone dans son bureau, la porte entr'ouverte. Oui, on a déjà versé la compte, 20 000 € rien que pour le lieu, mais que veux-tu? On a toujours priorisé ce qui compte le plus pour la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ce qui compte le plus pour la famille. En 28 ans, je n'avais jamais été ce qui comptait le plus. J'ai quitté la maison sans dire au revoir, marchant dans l'air froid de janvier jusqu'à mon hôtel. Les larmes gelaient sur mes joues, mais la douleur dans ma poitrine brûlait. Ce n'était pas une question d'argent. Ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question de valeur, de mérite, de qui méritait d'être célébré et qui ne le méritait pas. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'hôtel, j'ai pris une décision. Je ne chercherai plus jamais la validation de personnes fondamentalement incapables de la donner. Au lieu de cela, je construirai quelque chose pour moi-même, une représentation tangible de ma valeur que personne ne pourrait diminuer ou ignorer. Le vol de retour vers Paris a été cathartique. Pour la première fois, je ne fuyais pas le rejet, mais je me dirigeais vers un objectif clair. J'ai passé ces 2 heures en l'air à prendre des notes sur mon téléphone, à rechercher des simulateurs de prêt immobilier et à ébaucher un budget. Au moment où nous avons atterri, j'avais les grandes lignes d'un plan. Dès le lundi matin, j'ai appelé Élise Morgan, une conseillère financière que Julie m'avait recommandée des mois plus tôt. Nous avons fixé un rendez-vous pour le mercredi après-midi. Je veux faire un investissement important, lui ai-je dit lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau du centre-ville. Quelque chose qui prendra de la valeur, mais qui servira aussi de sanctuaire personnel. Élise a hoché la tête, examinant mes informations financières. Vous êtes dans une excellente position pour quelqu'un de votre âge. Pas de dette à part des prêts étudiants gérables, un revenu solide, et vous avez été constante dans vos cotisations retraite. À quel type d'investissement pensiez-vous? L'immobilier, ai-je répondu sans hésitation. Plus précisément, une maison au bord d'un lac, à une distance raisonnable de Paris, un endroit paisible. Pendant l'heure suivante, nous avons discuté des options, du financement et des considérations à long terme. À la fin de notre réunion, j'avais un budget clair et une lettre de préapprobation pour un prêt qui, combiné à mes économies, me permettrait d'acheter une propriété jusqu'à 650 000 €. Cela devrait vous donner de bonnes options dans la région des lacs du Morvan, a dit Élise. N'oubliez pas de prendre en compte les frais d'entretien, les impôts fonciers et les éventuels frais de rénovation. J'ai passé les 3 week-ends suivants à conduire vers différentes communautés lacustres dans un rayon de 3 heures autour de Paris. Le 4e week-end, je l'ai trouvé, une propriété saisie sur le lac des Séquoias, dans le Morvan, à environ 2h30 de mon appartement. La maison elle-même avait besoin de travaux. Elle était vacante depuis plus d'1 an et avait cet air négligé d'un lieu qui avait été aimé mais qui était tombé en désuétude. Mais l'emplacement était parfait. En retrait d'une route calme, la propriété comprenait 30 mètres de rive privée et près d'un demi-hectare de terrain boisé. La maison était positionnée pour capturer les levers de soleil sur l'eau, avec une large terrasse qui s'enroulait sur 2 côtés. À 420 000 €, elle était bien en deçà de mon budget, laissant de la place pour les rénovations dont elle avait désespérément besoin. En travaillant avec un agent immobilier spécialisé dans les propriétés au bord de l'eau, j'ai fait une offre. Après une brève négociation, elle a été acceptée. 60 jours plus tard, je recevais les clés de ma maison au bord du lac. En la parcourant seul ce premier jour, j'ai ressenti un immense sentiment de fierté mêlé d'anticipation. La maison avait de bonnes bases, 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine et un salon à air ouvert avec des plafonds cathédrales et des murs de fenêtres donnant sur le lac. Mais la décoration était bloquée dans les années 90, avec du papier peint daté, de la moquette usée et une cuisine qui avait connu des jours meilleurs. J'ai pris des photos de chaque pièce, mesurant les espaces et prenant des notes. Ce soir-là, assise sur la terrasse nue, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac, j'ai appelé Marc. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'énorme, ai-je dit, et j'ai expliqué mes plans de rénovation. Marc, dont la passion pour le design s'étendait au-delà de son travail quotidien, a été immédiatement enthousiaste. Envoie-moi ces photos ce soir. Je commencerai à travailler sur quelques concepts ce week-end. Au cours des 6 semaines suivantes,
j'ai assemblé une équipe d'artisans sur la base de recommandations de sources locales. Chaque décision semblait importante, du parquet en chêne à large latte qui remplacerait la moquette à la peinture vert sauge pour les placards de la cuisine. J'ai choisi les luminaires, les appareils électroménagers et les finitions avec une attention particulière, créant un espace qui reflétait mon esthétique et mes priorités. Le processus de rénovation est devenu une forme de thérapie. Chaque mur abattu, chaque nouvelle installation, représentait une autre couche de mon passé en cours de transformation. La maison qui avait été négligée renaissait, tout comme je reconstruisais ma propre estime de moi, indépendamment de la validation de ma famille. En semaine, je travaillais à Paris, me plongeant dans mon rôle de directrice avec une énergie renouvelée. Les week-ends, je conduisais jusqu'à la maison du lac, surveillant l'avancement des travaux et prenant des décisions au besoin. Le trajet de 3 heures est devenu un espace de transition où je pouvais digérer la semaine et me préparer au travail manuel à venir. Julie est venue plusieurs fois pendant le processus, m'aidant à peindre ou simplement offrant un soutien moral et du vin après une journée de supervision de chantier. Cet endroit te ressemble de plus en plus à chaque changement, a-t-elle observé un soir alors que nous étions assises sur des bâches sur le nouveau sol du salon, mangeant des plats à emporter du seul restaurant décent de la ville voisine. C'est comme te regarder prendre ta place dans le monde. Pendant les 6 mois de rénovation, mes contacts avec ma famille sont restés minimes. J'ai appelé pour l'anniversaire de ma mère et envoyé une carte cadeau pour l'anniversaire de mariage de mes parents, mais j'ai sinon gardé mes distances. Quand ma mère appelait pour discuter des plans de mariage d'Amélie, je gardais les conversations brèves et ne mentionnais jamais le projet de la maison du lac. « Tu viendras accompagner au mariage ?» a-t-elle demandé lors d'un de ses appels. « Non », ai-je répondu simplement. « Oh, eh bien, ce n'est pas grave. On t'a placé à la table des cousins. Sauf si tu préfères être avec les célibataires. » La table des cousins, c'est très bien, ai-je dit, distraite par les échantillons de peinture étalés sur le sol de mon appartement parisien. À la mi-juillet, les rénovations majeures étaient terminées. La transformation était stupéfiante. L'intérieur sombre et démodé avait été remplacé par un espace lumineux et aéré qui capturait la beauté naturelle du cadre au bord du lac. La cuisine comprenait désormais des comptoirs en quartz blanc, des placards vert sauge et un grand îlot où les amis pouvaient se rassembler. Le salon était centré autour d'une cheminée en pierre restaurée, avec des sièges confortables orientés à la fois vers le feu et la vue sur le lac. La chambre principale avait été agrandie pour inclure un coin salon avec un coin lecture niché dans une baie vitrée. À l'extérieur, la terrasse avait été reconstruite et étendue, avec un nouvel escalier menant directement à la rive. J'avais ajouté un coin brassereau près du bord de l'eau, entouré de chaises adirondaques. Un ponton s'avançait dans le lac avec un petit élévateur à bateau installé pour le runabout en bois vintage que j'avais trouvé et restauré, un autre projet de week-end qui m'avait apporté une joie inattendue. La touche finale était les œuvres d'art. J'avais commandé 3 grands paysages à un artiste que j'avais découvert dans une galerie parisienne, représentant le lac des séquoias à différentes saisons. Ils étaient accrochés dans le salon, reliant les espaces intérieurs et extérieurs. Debout dans l'espace achevé, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement comme je n'en avais jamais connu. C'était à moi, créé selon mes propres termes, reflétant mes valeurs et mon esthétique. Pour la première fois de ma vie, j'avais construit quelque chose d'important sans chercher l'approbation ou la validation de qui que ce soit d'autre. Il était temps de le partager avec le monde, selon mes propres termes. Le mois d'août est arrivé avec un temps parfait pour le lac, des journées chaudes et des nuits fraîches qui rendaient l'eau particulièrement accueillante. Les rénovations étant terminées et la maison entièrement meublée, j'ai engagé une photographe professionnelle pour capturer la propriété sous son meilleur jour. Sophia, la photographe que j'ai engagée, avait de l'expérience en photographie d'architecture et de design d'intérieur. Elle est arrivée tôt un samedi matin, lorsque la lumière était douce et dorée, mettant en valeur la beauté naturelle de la maison et de son environnement. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle commenté en se déplaçant dans les pièces, capturant les détails et les plans larges. La transformation par rapport aux photos avant que vous m'avez montrées est incroyable. Vous devriez être si fier. Pendant des heures, elle a photographié chaque aspect de la propriété, des gros plans sur les détails personnalisés aux vues panoramiques du lac depuis la terrasse. En partant, elle a promis de livrer les photos retouchées dans la semaine. Fidèle à sa parole, l'email de Sophia est arrivé le vendredi suivant avec un lien vers une galerie d'images. En les faisant défiler dans mon appartement parisien, j'ai ressenti une vague d'émotion. Les photographies capturaient non seulement la beauté physique de l'espace, mais quelque chose de moins tangible, le sentiment de paix et de but que j'avais trouvé en le créant.
Ce dimanche soir, après avoir passé le week-end à la maison du lac avec Julie et Marc, j'ai sélectionné 12 photos qui représentaient le mieux la transformation. La première montrait la vue imprenable depuis la terrasse au lever du soleil, la brume s'élevant du lac. D'autres mettaient en valeur la cuisine, le salon, la suite parentale, le ponton et le coin Brasereau. La dernière image était une photo crépusculaire de la maison depuis l'eau, les fenêtres brillant chaleureusement contre le bleu profond du soir. J'ai ouvert Instagram, une application que j'utilisais rarement. Mon compte était inactif depuis des mois, avec des likes occasionnels sur les publications d'amis, mais peu de contenu personnel. J'ai créé une publication carrousel avec les 12 images, puis je me suis assise, les doigts planant au-dessus du clavier, réfléchissant à ce que j'allais écrire. Après plusieurs tentatives, j'ai opté pour la simplicité. Merci pour la motivation. Parfois, être ignoré est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Maison du lac des Séquoias nouveau départ. Avec une profonde inspiration, j'ai cliqué sur partager et j'ai posé mon téléphone. Il était près de minuit et je m'attendais à peu de réactions immédiates. Je suis allé me coucher, ressentant un étrange mélange de vulnérabilité et de pouvoir. Au matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les notifications. Des amis de l'université, des collègues de travail, des connaissances à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous commentaient avec étonnement et félicitations. La publication se propageait au-delà de mon cercle immédiat, avec des identifications et des partages qui multipliaient sa portée. Julie a envoyé un texto, « Oh mon Dieu, ton téléphone doit exploser. Ce post est une bombe. Trop fier que tu partages ça. » Alors que je parcourais les commentaires en buvant mon café, mon téléphone a sonné. Le numéro de mes parents. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, pas prête pour cette conversation avant même d'avoir fini ma première tasse de café. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Encore une fois, je l'ai laissé sonner. Puis un texto de ma mère. Camille, s'il te plaît, appelle-nous. Nous venons de voir ta publication Instagram. Quand as-tu acheté une maison au bord d'un lac? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Ton père et moi sommes très confus. J'ai pris mon temps pour répondre, finissant mon café et m'habillant pour la journée. Finalement, j'ai répondu par texto, j'appellerai ce soir. Tout au long de la journée, les réactions ont continué d'affluer. Des collègues se sont arrêtés à mon bureau pour exprimer leur admiration et poser des questions. Mon patron, Daniel, m'a appelé dans son bureau en milieu de matinée. C'est une sacrée propriété, a-t-il dit en montrant son téléphone où ma publication Instagram était visible. Félicitations, c'est bien mérité. Le soir, la publication avait accumulé des centaines de likes et des dizaines de commentaires. J'avais gagné près de 100 nouveaux abonnés et plusieurs comptes de design locaux avaient partagé les photos de la rénovation. Parmi les notifications, il y avait un texto d'Amélie. Superbe maison. Félicitations. Mais que voulais-tu dire par merci pour la motivation? Ça semble un peu passif-agressif. Tu ne crois pas? Maman et papa sont contrariés. Je n'ai pas répondu. À 19h ce soir-là, j'ai finalement appelé mes parents depuis le calme de mon appartement. Camille, enfin. La voix de ma mère était un mélange d'agitation et de gaieté forcée. On a essayé de te joindre toute la journée. Cette maison sur ton Instagram, c'est vraiment la tienne? Oui, ai-je répondu simplement. Je l'ai achetée l'hiver dernier et j'ai passé les 6 derniers mois à la rénover. Mais comment? Quand? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Et que voulais-tu dire par cette légende? Les gens nous posent des questions à ce sujet. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan demander le téléphone. Il l'a pris. Camille, c'est une sacrée surprise. Une propriété comme ça a dû coûter très cher. Es-tu sûr que c'était une décision financière judicieuse? Tu sais, l'immobilier peut être risqué, surtout les résidences secondaires. L'inquiétude n'était pas pour mon bien-être ou mon bonheur, mais pour la prudence financière de ma décision. Typique. J'ai consulté une conseillère financière avant d'acheter, ai-je répondu froidement. La propriété était dans mon budget, et la rénovation a déjà considérablement augmenté sa valeur. Eh bien, a-t-il dit, semblant quelque peu dégonflé. Je suppose que des félicitations s'imposent, bien que j'aurais aimé que tu me consultes d'abord. J'ai de l'expérience dans ce domaine. Merci, ai-je dit, ignorant la dernière partie de sa déclaration. Je suis très contente du résultat.
Ma mère a repris le téléphone. On devrait venir la voir. Peut-être le week-end prochain. On pourrait venir en voiture vendredi après le travail. Je ne suis pas disponible le week-end prochain, ai-je interrompu. J'ai des projets. Il y a eu une pause gênante. Eh bien, quand est-ce que ce serait un bon moment? On veut voir cet endroit. Et tu n'as toujours pas expliqué cette légende. De quelle motivation parlais-tu? On dirait que tu pourrais faire référence à nous. Et honnêtement, Camille, ça semble très injuste. Je ne suis pas prête à en discuter pour l'instant, ai-je dit sincèrement. Et je ne suis pas prête pour des visiteurs. Je vous ferai savoir quand ça changera. Après avoir terminé l'appel, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pour peut-être la première fois de ma vie, j'avais fixé une limite avec mes parents et je m'y étais tenu, malgré la culpabilité et les tactiques de manipulation qui avaient toujours fonctionné auparavant. Le lendemain matin, j'ai reçu un long email de mon père expliquant toutes les raisons pour lesquelles mon achat aurait pu être imprudent et proposant de m'aider à évaluer ma situation financière. Je l'ai supprimé sans répondre. 3 jours plus tard, un message groupé est arrivé de membres de la famille élargie, tantes, oncles, cousins, tous exprimant leur surprise et leurs félicitations pour la maison du lac. Plusieurs ont mentionné qu'ils adoreraient venir visiter. J'ai répondu par un merci général, mais sans lancer d'invitation. Ce week-end-là, Julie et Marc m'ont rejointe à la maison du lac pour une vraie célébration. Nous avons fait un barbecue sur la terrasse, nagé dans le lac et fait griller des marshmallows au brasero alors que les étoiles apparaissaient. À Camille, a dit Julie en levant son verre de vin alors que nous étions assis autour du feu. Qui s'est construit un palais pendant que tout le monde regardait ailleurs? Marc a levé son verre aussi. Et qui a eu le courage de le partager avec le monde selon ses propres termes? Alors que la lumière du feu vacillait sur leur visage, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ces amis qui me voyaient clairement et célébraient mon succès sans réserve. C'est à ça, réalisais-je, que la famille devrait ressembler. Le dernier week-end d'août, je suis parti pour la maison du lac tôt le vendredi matin, prévoyant une retraite tranquille en solo avant le début de la saison marketing automnale chargée. La météo promettait des conditions parfaites de fin d'été, des journées chaudes pour nager et des nuits fraîches pour observer les étoiles près du brasero. Je suis arrivé juste avant midi, j'ai déchargé mes courses et mon sac de week-end, et j'ai enfilé mon maillot de bain pour un plongeon rapide dans le lac avant le déjeuner. Debout sur le ponton, sur le point de plonger, j'ai remarqué une voiture qui entrait dans mon allée. Une voiture familière, le SUV Volvo argenté de mes parents. Mon estomac s'est noué tandis que j'enroulais une serviette autour de moi et remontais de la rive. Le temps que j'atteigne la terrasse, ils étaient déjà sortis de la voiture. Ma mère saluait avec enthousiasme tandis que mon père regardait autour de lui, évaluant la propriété. Derrière eux, une autre voiture s'est garée, Amélie et son fiancé, Romain. Surprise, a crié ma mère. On a décidé de venir voir cette incroyable maison du lac à toi. Et regarde, Amélie et Romain sont venus aussi. Je suis resté figé sur la terrasse, les cheveux mouillés dégoulinant sur mes épaules, me sentant prise en embuscade dans mon propre sanctuaire. Je vous avais dit que je n'étais pas prête pour des visiteurs, ai-je dit, ma voix plus calme que ce que je ressentais. Mon père a froncé les sourcils. Ne sois pas ridicule, Camille. Nous ne sommes pas des visiteurs. Nous sommes ta famille. Et nous avons conduit 3 heures pour voir cet endroit après que tu aies été si mystérieuse à ce sujet. Le moins que tu puisses faire est de nous accueillir correctement. Le vieil schéma menaçait de se réimposer, leurs exigences, mon acquiescement. Mais c'était différent. C'était mon espace, créé selon mes propres termes. Vous auriez dû appeler d'abord, ai-je dit fermement. J'ai des projets ce week-end. Quel projet, a demandé ma mère, se dirigeant déjà vers la porte d'entrée. Il n'y a que toi ici, n'est-ce pas? On a apporté à manger et du vin. On pensait qu'on pourrait en faire un week-end en famille. Peut-être prendre de nouvelles photos pour ton Instagram. Amélie a apporté son bon appareil photo. N'est-ce pas, ma chérie? Amélie a hoché la tête, l'air quelque peu mal à l'aise. L'endroit a l'air super de l'extérieur, Camille. Vraiment. J'ai pris une profonde inspiration. Attendez ici. Je dois me changer. Ensuite, nous pourrons parler. À l'intérieur, je me suis rapidement séché et habillé, utilisant les quelques minutes seules pour me ressaisir. Cette confrontation était inévitable, ai-je réalisé. Mieux valait la voir maintenant, sur mon territoire,
que plus tard au mariage d'Amélie ou à un autre événement familial où je serais sur leur terrain. Quand je suis ressorti, ils étaient tous debout, mal à l'aise sur la terrasse, admirant la vue malgré eux. Le lac est magnifique, a dit Romain, essayant clairement de détendre l'atmosphère. Je comprends pourquoi tu as choisi cet endroit. Merci, ai-je répondu, puis je me suis adressé au groupe. Vous pouvez entrer voir la maison. Je vous ferai une visite, mais je dois être clair. Ce n'est pas une visite pour la nuit. Je ne suis pas préparé pour des invités. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mais on a apporté tout ce dont on a besoin. On ne dérangera pas. Et on a réservé un hôtel en ville, donc tu n'as même pas besoin de nous héberger. Ce n'est pas la question, ai-je dit. Je vous ai dit que je n'étais pas prête pour des visiteurs, et vous êtes venus quand même. C'est un manque de respect pour mes limites. Mon père a ricané. Des limites? Nous sommes tes parents, Camille, pas des inconnus. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. Alors que nous entrions dans la maison, leur réaction à l'intérieur était mitigée. Ma mère s'est exclamée devant la cuisine et les baies vitrées tandis que mon père a immédiatement commencé à remettre en question mes choix de rénovation. Tu as remplacé tout le parquet. Ça a dû coûter cher. Et ces comptoirs. Le quartz, ce n'est pas donné. Tout ça était-il vraiment nécessaire? Amélie se promenait dans l'espace, examinant les détails avec un œil de conservatrice. Les œuvres d'art sont magnifiques. Un artiste local? De Paris, en fait, ai-je répondu. Je les ai commandées spécifiquement pour cet espace. Après que la visite se soit terminée dans le salon, nous sommes restés dans un silence gêné jusqu'à ce que ma mère suggère, et si je nous préparais le déjeuner? J'ai apporté de quoi faire des sandwichs. D'accord, ai-je dit, sachant que cette conversation ne pouvait être évitée. Ensuite, nous devons parler. Le déjeuner sur la terrasse a fait monter la tension. Finalement, alors que nous finissions de manger, mon père a abordé ce qui était clairement dans tous les esprits. Alors, Camille, que voulais-tu dire exactement par cette légende Instagram, merci pour la motivation? On dirait que tu sous-entends que quelqu'un t'a motivé à acheter cet endroit. Vu le contexte, il semble que tu pourrais faire référence à nous, ce qui, franchement, semble très injuste. C'était l'ouverture dont j'avais besoin. Injuste? Parlons de l'injustice, ai-je dit calmement. Pendant 28 ans, je vous ai regardé célébrer chaque réussite d'Amélie tout en minimisant ou ignorant les miennes. J'ai entendu on n'a pas les moyens chaque fois que quelque chose était important pour moi, pour ensuite vous voir dépenser sans compter pour des choses importantes pour elle. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Ce n'est pas vrai. On vous a toujours traité toutes les deux de la même manière. Vraiment, ai-je rétorqué. L'anniversaire des 7 ans d'Amélie avait un clown professionnel et 30 invités. Le mien avait 4 amis et un film à la maison parce que soudainement, l'argent manquait. Ses 18 ans ont eu un DJ et un traiteur à la salle des fêtes tandis que ma fête pour mes 10 ans a été annulée à la dernière minute pour dépenses imprévues. Sa remise de diplôme du bac méritait une salle de bal à l'hôtel Hilton. La mienne, un barbecue dans le jardin parce que je suis le plus introverti. Dois-je continuer? Le visage de mon père avait rougi. Ce sont des exemples très sélectifs, Camille. Et des enfants différents ont des besoins différents. Amélie est plus sociable, plus. Point plus importante, ai-je terminé pour lui. Parce que c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois. Amélie semblait abasourdie. Je n'avais aucune idée que tu ressentais ça. Comment aurais-tu pu? Tu recevais l'attention et la célébration que tout enfant souhaiterait. Je ne t'en veux pas pour ça. Mais je me suis retourné vers mes parents. Mais je vous tiens pour responsable de ce schéma. Il ne s'agissait jamais d'argent. Il s'agissait de priorité, de qui et de ce que vous valorisiez. Ma mère avait les larmes aux yeux. Ce n'est pas juste, Camille. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Nous sommes fiers de vous deux. Alors pourquoi, ai-je demandé, en 28 ans, ne vous ai-je jamais entendu vous vanter de moi comme vous le faites pour Amélie? Pourquoi mes récompenses scolaires ont-elles fini dans un tiroir alors que ces trophées de foot avaient la meilleure place sur l'étagère? Pourquoi ma bourse d'études a-t-elle été accueillie avec des inquiétudes sur le coup plutôt qu'avec des célébrations? Pourquoi avez-vous quitté ma remise de diplôme universitaire plus tôt pour assister à son vernissage? Le silence qui a suivi était lourd de reconnaissance. Et plus récemment, ai-je continué, pourquoi dépensez-vous 20 000 € pour le lieu de mariage d'Amélie?
Le lieu que j'ai mentionné un jour comme étant celui de mes rêves, pour m'entendre dire qu'il était ridiculement cher, alors que vous n'avez jamais investi une somme approchante dans mes rêves ou mes célébrations. Mon père avait l'air sincèrement confus. Le lieu de tes rêves? Quand as-tu dit ça? Quand j'avais 16 ans. Nous sommes passés devant pour le mariage d'un cousin, et j'ai dit que si je me mariais un jour, ce serait le lieu de mes rêves. Maman a dit que c'était peu pratique et trop cher. Ma mère a eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Je ne me souviens pas de ça, Camille. Bien sûr que non, parce que ce qui comptait pour moi n'a jamais été enregistré comme assez important pour s'en souvenir. Romain, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la conversation, s'est raclé la gorge. Peut-être que je devrais vous laisser un peu d'intimité pour cette conversation. Non, ai-je dit. Reste. Tu vas faire partie de cette famille. Tu devrais voir comment elle fonctionne. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons parlé plus ouvertement que nous ne l'avions jamais fait. Parfois, la conversation s'est envenimée, avec mes parents sur la défensive et Amélie partagée entre la loyauté envers eux et une reconnaissance croissante du schéma que je décrivais. Je n'ai pas acheté cette maison pour vous contrarier, ai-je expliqué finalement, lorsque les esprits se sont un peu calmés. Je l'ai achetée parce que, pour la première fois de ma vie, je voulais créer quelque chose qui soit entièrement à moi, qui ne puisse être diminué ou éclipsé. Et oui, les années où j'ai été ignoré m'ont motivé à construire le succès selon mes propres termes, à créer une vie où mes réussites sont valorisées, en commençant par les valoriser moi-même. En fin d'après-midi, l'épuisement s'était abattu sur nous tous. Ma mère semblait avoir vieilli de 10 ans, son maquillage maculé par les larmes. Mon père était assis, la tête dans les mains, inhabituellement silencieux. On devrait y aller, a finalement dit Amélie. Donner à tout le monde le temps de digérer. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère s'est approchée de moi avec hésitation. Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux? Est-ce qu'on peut se reparler? Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment, mais c'était une ouverture. Oui, ai-je dit, mais pas tout de suite. J'ai besoin de temps, et les choses doivent changer. Ils sont partis alors que le soleil se couchait, les 2 voitures s'éloignant dans mon allée tandis que je restais sur la terrasse à les regarder partir. La confrontation avait été épuisante, mais aussi étrangement libératrice. Pour la première fois, j'avais exprimé ma vérité sans la tempérer pour protéger leurs sentiments ou préserver l'harmonie familiale. Cette nuit-là, assise seule près du brasero, j'ai réalisé que la maison du lac avait déjà rempli sa fonction, peu importe ce qui se passerait ensuite avec ma famille. Elle m'avait donné la force de briser un schéma de toute une vie consistant à chercher la validation de personnes qui ne pouvaient pas la donner. Elle était devenue la preuve physique que je pouvais créer quelque chose de beau et de significatif selon mes propres termes. 1 an plus tard, j'ai organisé une réunion à la Maison du Lac. Julie et Marc étaient là, ainsi que d'autres amis de Paris. Mes parents sont venus aussi, arrivant à leur convenue avec un cadeau de pendaison de crémaillère, un carillon pour la terrasse que mon père avait fabriqué lui-même dans son atelier. Les 12 derniers mois avaient apporté des changements prudents et progressifs. Des appels téléphoniques réguliers où ma mère posait de vraies questions sur mon travail et se souvenait de détails de conversations précédentes. Une carte d'anniversaire de mon père avec un mot manuscrit exprimant une fierté spécifique pour mes réalisations professionnelles. De petits pas, imparfaits mais sincères. Amélie et moi avions commencé à construire une relation en tant qu'adultes plutôt qu'en tant que concurrentes dans un jeu qu'aucune de nous n'avait choisi. Son mariage avait eu lieu, magnifique, oui. Mais j'y ai assisté selon mes propres termes, me donnant la permission de partir plus tôt quand j'avais besoin d'espace. Alors que le soleil de l'après-midi scintillait sur le lac, j'ai levé mon verre pour porter un toast. À la construction d'une vie qui reflète vos propres valeurs, ai-je dit en regardant les visages rassemblés, et à la compréhension que notre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. De l'autre côté du cercle, mon père a hoché lentement la tête, un geste de reconnaissance qui signifiait plus qu'un millier de mots d'excuses. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise seule sur le ponton alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Le voyage n'était pas terminé. La guérison familiale suit rarement un chemin net et linéaire. Mais pour peut-être la première fois, je me sentais complètement en paix avec qui j'étais et la vie que j'avais créée. La vraie validation, avais-je appris, ne vient pas des parents ou des frères et sœurs, ni même du succès professionnel. Elle vient de l'honneur que l'on porte à son propre parcours et de la construction d'une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes, que quelqu'un le remarque ou l'approuve ou non.